Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Neokaimo et je vous souhaite la bienvenue dans cette première vidéo sur l'univers de Game of Thrones. Je vous mets dans le contexte. Je suis en train de travailler depuis quelques mois sur une grosse vidéo sur Game of Thrones, et vu le temps que ça me prend, j'ai décidé de décompresser en faisant une vidéo plus courte sur un sujet plus précis. À l'avenir, je pense fonctionner comme ça. Entre deux grosses vidéos, j'essaierai de faire des formats plus courts sur des sujets qui me semblent intéressants à approfondir. Je tiens à préciser avant de commencer que je vais aller assez dans le détail, donc évidemment, grosse alerte spoiler, vous voilà prévenu. Je tiens également à préciser que je parle de la série et uniquement de la série. Donc à moins de nécessiter une précision qui ne se trouve que dans les livres, que je suis actuellement en train de lire d'ailleurs, je ne les évoquerai guère. Maintenant que ceci est éclairci, passons au sujet principal. S'il y a bien un point qui fait l'unanimité dans GOT, c'est bien l'opposition entre les Stark et les Lannister. Qu'on prête allégeance à l'une ou l'autre de ces grandes maisons, il reste indéniable que leur dualité centralise à elle seule une grande partie de l'intérêt de la série pour bon nombre de personnes, moi y compris. Et pour cause, c'est un point qui a été particulièrement bien travaillé tout au long de la série, ou presque. Chaque membre important d'une famille a son miroir dans la maison adverse, et ce à différents niveaux, et avec pour chaque binôme des oppositions et des parallèles. J'ai donc eu envie de démêler tout ça et de voir ce que ces duos ont d'intéressant à nous raconter. Sur ce, ne perdons pas plus de temps et entrons dans le vif du sujet en commençant par le parcours pré-série de Jon Snow et Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Jon Snow et Tyrion Lannister sont deux personnages centraux du récit de Game of Thrones. On les rencontre tous deux dès le premier épisode de la série, et dès leur première scène ensemble qui ne dure pourtant que quelques minutes, on a tout ce qu'il faut. Un aperçu du conflit à venir entre ces deux familles, un résumé de la situation individuelle de Snow et de Tyrion, un parallèle très habile entre les deux, et un défaut commun aux deux maisons, l'existence d'un paria mal aimé, les rendant plus similaires et rendant donc le conflit d'autant plus intriguant. Ce duo, à lui seul, raconte tellement. À travers eux se dessine la perspective du conflit d'envergure opposant les Stark de Winterfell, la maison du loup-garou gris, les gardiens du Nord, plaçant l'honneur et l'honnêteté au centre de leur fonctionnement, déjà parés à affronter l'hiver avec leurs capes de fourrure et leurs teintes ternes, priant d'anciens et mystérieux dieux, aux Lannister de Casterly Rock, arborant leur fier blason au lion rouge et or, détenteurs du pouvoir suprême de l'Ouest, prêts à tout pour conserver l'image et l'héritage de leur famille au milieu des parjures et du déshonneur qui tissent leur réputation. Mais à travers eux se dessinent également les deux parias de leurs maisons respectives, l'un bâtard, relégué au rang de symbole de tromperie pour sa mère et destiné à finir sa vie dans un abri pour rebut, et le second, nain, et comme nous le savons tous, All dwarves are bastards in their father's eyes. Principalement retenu pour avoir tué sa mère à la naissance et vu comme un monstre aux yeux de tous excepté son frère, Jaime. Mais là où Snow est plutôt taciturne et semble souffrir en silence, Tyrion extériorise, s'enfonçant ainsi dans un cercle vicieux. Ayant toujours été vu comme un déluré par son père et sa sœur, il en est devenu un, vidant chaque tonneau de vin dornien et visitant chaque bordel sur sa route. Leurs traitements s'antagonisent également à de nombreuses reprises. Côté Tyrion, sa sœur et son père lui ont bien fait comprendre qu'ils le tiennent pour responsable de la mort de Joanna Lannister et ne manquent jamais une occasion de le lui faire payer. A contrario, on sent bien que chez les Stark, à part Catelyn et Sansa, tout le monde aime Jon. Ned, son père, a l'air brisé lorsqu'il assiste impuissant à l'expression de la détresse de son fils, mais pour son bien, il fallait qu'il en soit ainsi. Et là, on met le doigt sur un point très intéressant. Jon Snow joue le rôle du paria toute sa vie, sans savoir qui il est réellement. Seul Ned le sait. Si Ned avait mis Catelyn au courant en lui expliquant tout, la vie du petit Jon Stark aurait été parfaite. Tandis que Tyrion est vraiment un nain, sa mère est vraiment morte en lui donnant naissance, aucune échappatoire possible. La situation de Tyrion découle d'une réalité froide et immaculée. En résumé, Jon et Tyrion sont clairement mis en parallèle par rapport à leur parcours. La croisée de leur chemin marque le véritable début de Game of Thrones et nous en présente une partie des enjeux. Mais si leur parcours pré-série est passionnant à analyser, leurs thèmes sont à mon sens tout aussi soignés. Tout d'abord, pour vous mes amis qui regardez cette vidéo et qui ignorez ce qu'est le thème principal d'un personnage, je vais éclairer votre lanterne. Ce n'est pas un terme technique, plutôt une appellation commune. Le thème principal d'un personnage, c'est l'idée, la philosophie ou le concept qui va guider son développement. Le caractère axiomatique d'un thème est selon moi ce qui distingue le thème principal d'un thème plus secondaire. Prenons par exemple ma dernière vidéo, dont il faudra que je fasse la suite, mais au vu du temps que me prennent ces vidéos, ce sera pas demain à la veille, donc un peu de patience. Donc dans Avatar le dernier maître de l'air, chaque personnage est basé sur un thème. Zuko a pour thème principal la rédemption, Aang a pour thème principal l'opposition entre sa philosophie de moine pacifiste et son destin d'avatar qui exige qu'il tue de sang-froid le seigneur du feu Ozai.
taille. Cela fonctionne bien avec Avatar car souvent dans les productions destinées aux enfants, il est plus aisé de percevoir le thème principal d'un personnage. Et bien sûr, comme quasiment tous les éléments qui composent ce que j'appellerais les sciences narratives, ce n'est pas une science exacte et absolue. Si je vois un thème dans un personnage et que tu en vois un autre, tant mieux, parlons-en. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, comme d'hab, les commentaires sont faits pour ça. Je me suis un peu égaré, mais revenons au thème de Jon Snow et Tyrion dans Game of Thrones. Commençons par le plus évident, le bâtard de Winterfell. Jon Snow est un personnage assez complexe, mêlé de plusieurs thèmes comme il mêle le sang des deux grandes maisons auxquelles il appartient. Il reste cependant une chose qui, selon moi, englobe tout le reste, et c'est le sens du sacrifice. Je m'explique. Par sens du sacrifice, j'entends être celui qui est prêt à faire la bonne chose et à en prendre l'entière responsabilité. Il protégera Samuel, même s'il doit se mettre tous ses frères à dos, il ira venger Mormont au manoir de Craster, quitte à en mourir, il sauvera et protégera ce peuple que la garde de nuit combat depuis des millénaires, quitte à en mourir, pour de vrai cette fois. Et il assassinera froidement Daenerys et advienne que pourra, ouais la saison 8 est pas très gentille avec Jon Snow. A mon sens, ce trait de sa personnalité s'est exacerbé suite à l'histoire avec Ygritte. Ce personnage qui semble être vite oublié par Jon a selon moi totalement redéfini sa vision du monde. Il s'est autorisé un écart, un seul, et ça lui a coûté cher. Très cher. Et en ce sens du sacrifice réside la source de son leadership. Il n'a jamais rien obtenu sans avoir prouvé au préalable qu'il en était digne, et le tout sans aucune prétention. Il n'hésite jamais à aller en première ligne et à se salir les mains. Et c'est de là que découle l'envie de le suivre qui l'inspire à ses hommes. En ce qui concerne le nain de Casterly Rock, c'est un peu plus subtil tout en étant très lié au thème de Snow, poursuivant ainsi leur parallèle évoqué lors de mon point précédent. Tout d'abord, si pour Snow le thème principal semble être à mes yeux un axiome suffisant, pour Tyrion c'est plus compliqué. Je distingue deux thèmes qui, en plus de fonctionner ensemble, sont selon moi tout aussi importants l'un que l'autre. Selon moi, le premier thème c'est le fardeau de l'intelligence et la position de martyr que cela engendre. Je m'explique. Tyrion Lannister, depuis le début et surtout lorsqu'il accède au poste de main du roi, nous montre qu'il comprend le monde dans lequel il évolue, que sa passion réside dans le fait d'en jouer. Et c'est là qu'il rejoint à mon sens Jon. Il ne joue pas avec la politique à des fins malveillantes. Lorsqu'il prend conscience après la bataille de la Nera qu'il est le seul à vraiment comprendre les enjeux et à avoir une morale, il prend l'entière mesure de ce qui pèse sur ses épaules. Il se sentira responsable de tout ce qui échouera ou de tout ce qu'il ne parviendra pas à prévoir. À quoi vient s'ajouter la lutte pour la survie et la recherche de reconnaissance dans un monde injuste qui constitue selon moi le second thème. Tyrion, malgré son intelligence et sa détermination, est souvent méprisé en raison de sa petite taille et de sa famille puissante. Il doit constamment prouver sa valeur et son innocence face aux multiples accusations injustes qui pèsent sur lui, tout en luttant pour survivre et réaliser ses objectifs dans un monde où les loyautés sont volatiles et où la politique et la guerre dominent. Il se bat également pour rétablir sa propre identité en dehors de son nom de famille et pour trouver sa place dans un monde où les gens le perçoivent comme inférieur en raison de son apparence physique. En réalité, on lui rejette la faute depuis sa naissance, pour la mort de sa mère, pour Bran, pour Jon Arryn, pour Joffrey. I've been a very busy man. Aux yeux de tous, Tyrion Lannister est le mal incarné. La dépression profonde dans laquelle Tyrion est plongé pendant quasiment toute la série ne s'estompe que lorsqu'il fait preuve de gentillesse et d'empathie, comme lorsqu'il est adorable avec Sansa ou encore ses blagues au petit déjeuner faisant rire Tommen et Myrcella. Pour ne pas sombrer en totalité, il se console en faisant ce qui est juste, ou du moins en essayant. En essayant vraiment. Et plus important encore, elle s'est estompée avec Shae. Suite à la bataille de la Nera, il ne lui restait qu'elle, et bien qu'elle eût l'air d'effectivement rendre à Tyrion la vie plus supportable, elle lui a en fin de compte compliqué la vie et achevé de le mettre plus bactère. Et comme ultime châtiment, on précise bien dans la série qu'il ne sera jamais mentionné dans les livres d'histoire en dépit de tout ce qu'il a accompli et de toutes les vies qu'il a sauvées. En dépit de tout ce que tu as fait pour eux, ils finiront par te détester. Pourquoi t'accrocher? Parce que c'est juste. Selon moi, ces deux personnages sont des martyrs qui acceptent de prendre la responsabilité de tout ce qui arrive de négatif, même quand ils n'y sont pour rien, et qui feront tout pour améliorer la situation. L'un par son aptitude à mener les hommes et à faire front avec eux, l'autre par son intellect de génie. Je répète que vous pouvez complètement ne pas être d'accord avec moi, mais comprenez bien que j'essaye ici de déceler le thème principal d'un personnage, et principal ne veut pas dire unique. À mon sens, les thèmes cités plus tôt englobent tous les autres et les font d'autant plus briller. Sauf pour Tyrion, où j'ai pas réussi à juger qu'un des deux thèmes primait sur l'autre, je les trouve tout aussi importants l'un que l'autre. Vous l'aurez compris, je trouve le parcours et les thèmes de ces deux personnages très bien construits et plutôt pertinents au sein d'un univers pessimiste et réaliste comme celui de Game of Thrones. Voyons maintenant comment ces éléments guident l'évolution de nos deux parias favoris. Pour ce qui est de l'évolution des personnages au sein de la série, Snow et Tyrion jouissent d'un développement sur mesure qui leur sied à merveille. Pour changer, on va commencer par Tyrion. Tyrion est un personnage marqué, selon moi, par 4 grands événements, agissant comme un virage à 90 dans la vie et la psychologie du personnage.
Et chacun de ces événements est en lien direct avec les thèmes que j'abordais plus tôt. Tout d'abord, on a la nomination au poste de main du roi intérimaire par son père. Tyrion, qui a toujours pensé que son père le détestait, a raison, se voit offrir une marque de confiance et de respect par ce dernier, voyant donc son besoin de reconnaissance satisfait de prime abord. Même si cette étape ne semble pas particulièrement peser dans la balance, à côté des événements dont nous parlerons plus tard, c'est selon moi le véritable point de départ de son arc. Enfin, il a l'occasion d'user de son intellect dans un poste d'envergure. Il se débarrassera de plusieurs personnages qui semblaient pourtant bien en place, comme le grand maître Pycelle, même si ce n'est que momentané, ou le Lord Commander Janos, non sans une bonne raison. Il mettra également Myrcella à l'abri en l'envoyant à Dorne, nouant ainsi une alliance avec la famille Martell, ennemi des Lannister depuis la mort de Elia, et surtout l'arrivée de Tyrion à King's Landing sera une absolue bénédiction pour Sansa Stark, et en plus de son empathie et de sa gentillesse, il offrira à Sansa une protection contre le tyran cruel auquel elle est promise, et ça nous fait à tous beaucoup de bien. En parlant de Sansa, son mariage arrangé avec Tyrion constitue le second événement majeur de son évolution, d'après moi. Et là, on va avoir besoin d'une bonne remise en contexte. Cela arrive à un moment crucial dans sa vie. Il vient de tout perdre. Il a tout donné à la Nera face à l'abandon de son roi, au départ du limier et sans jamais avoir dirigé de bataille. Il va prendre le commandement et échafauder une offensive brillante. Il se jettera même dans la mêlée, connaissant ses chances de ne pas en revenir. Tout ça pour que tous les honneurs reviennent à son père et aux Tyrell de Highgarden, qui subissent lors de la bataille une tentative d'assassinat commanditée par sa propre sœur, et qu'à la suite de cela, on lui retire son titre de main du roi intérimaire, qu'on le fasse vivre dans un KGB, le tout non sans lui spécifier que l'histoire ne le retiendra pas. En résumé, son besoin de reconnaissance a été salement bafoué, et sa conscience d'être le seul à même de sauver King's Landing l'aura donc mené à sa perte. Seule Shae semble vouloir rester à ses côtés malgré tout. Elle lui suggérera de s'enfuir tous les deux, ce que Tyrion refusera, bien conscient d'à quel point il aimait tirer les ficelles. Cette dernière se verra d'ailleurs, par un habile stratagème de Tyrion, catapultée servante officielle de Lady Sansa Stark s'il vous plaît, sacré bouleversement professionnel quand on connaît son précédent métier, octroyant à Sansa pour la première fois depuis le décès de Ned, une amie sur qui elle peut compter et qui la protégera. Et donc, en ces temps de trouble pour Tyrion, survient le mariage arrangé avec Sansa. Ils ne s'aiment clairement pas, mais Tyrion ne connaît que trop bien ses souffrances et décidera donc de profiter de ce mariage pour veiller sur elle, encore plus qu'auparavant. Et cette proximité entre Tyrion et Sansa conduira Shae, servante et seule amie de Sansa, à douter de lui. Malgré la pression énorme de son entourage, Tyrion se refusera à ne serait-ce que partager le lit de sa femme, qui n'a que 14 ans, je rappelle. Il agira en humain et ne laissera jamais rien de mal arriver à Sansa. Ils ne s'aiment pas, et ne s'aimeront probablement jamais, mais une amitié et un respect mutuel est né entre eux. Même si Sansa ne s'en rendra compte que plus tard, lorsqu'elle tombera entre les griffes des Bolton, elle lui en est extrêmement reconnaissante. Vient ensuite le plus gros événement selon moi de l'histoire de Tyrion Lannister et une de mes scènes préférées de la série, le procès pour le meurtre de Joffrey Baratheon. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que tous les crimes du monde lui étaient reprochés? Eh ben on est en plein dedans. Joffrey Baratheon, enfin, c'est un Lannister pure souche, mais officiellement il s'appelle Baratheon, deal with it, représente durant les 3 premières saisons l'archétype du méchant sadique et cruel sans grande profondeur. Ce côté unidimensionnel qui détonne totalement avec le reste du casting, composé en majorité de personnages assez profonds et aux multiples facettes, a immédiatement placé Joffrey tout en haut de la liste des plus gros fils de pute toute fiction confondue. Avec un profil comme ça, à la tête d'un royaume aussi volatile que celui de Westeros, il allait forcément finir assassiné. C'est donc l'alliance entre Littlefinger et Olenna Tyrell qui aura raison du jeune Joffrey en début de saison 4. Et honnêtement, entre la fuite inexpliquée de Sansa, la femme de Tyrion, et les multiples mobiles de ce dernier contre son neveu, le coupable était tout désigné. Et donc après avoir passé un certain temps enfermé, il se retrouve face à cet abject procès, parfaitement orchestré par Tywin et Cersei, avec une multitude de témoignages calomniant Tyrion qui, bien que consterné, parvient à encaisser chacun d'entre eux, jusqu'au témoignage de trop, celui de Shae. La goutte d'eau. Et là Tyrion explose et balance tout. Il décharge toute sa haine et sa frustration, donnant ainsi raison à l'assistance malheureusement. I saved you. I saved this city. And all your worthless lives. I should have let Stannis kill you all. Yes, Father. I'm guilty. Guilty? Is that what you want to hear? I'm guilty of being a dwarf. You're not on trial for being a dwarf. Oh, yes I am. I've been on trial for that my entire life. Have you nothing to say in your defense? Nothing but this. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores.
I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Mais nous révélant à nous, spectateurs, le fond de sa pensée. Il exprime donc publiquement son besoin, tout à fait légitime, de reconnaissance et utilisera un de ces vieux tours qui selon moi en dit très long sur l'intelligence de Tyrion. I demand a trial by combat. Le duel judiciaire qui lui avait sauvé la vie aux Airiers constitue selon moi le tour de maître le plus marquant de la série, talonné de près par le mariage de Myrcella, mais je m'égare. Ce duel judiciaire doit effectivement exister dans les textes de loi, sinon les juges ne le laisseraient pas s'en tirer si facilement. Mais il doit être suffisamment obscur pour que l'assistance semble tout à fait stupéfaite à chaque invocation du Trial by Combat. Et donc Tyrion réutilise une vieille loi obscure qu'il a déjà sortie d'affaire, avec une telle satisfaction dans les yeux de voir combien ça emmerde son père et sa sœur qu'ils vivent ne serait-ce qu'un jour de plus. Mais cette fois, son intelligence lui aura porté préjudice. Oberyn Martell perd le duel et Tyrion est condamné à mort. Certes, cela fera gagner à Tyrion le temps nécessaire pour être secouru par Jaime, mais cela causera aussi sa cassure avec King's Landing. De ce procès découle directement le meurtre de Tywin par Tyrion. L'acte de tuer le père est un événement très grave et marquant dans chaque fiction où il intervient. Cela représente la mort des erreurs du passé effacées par la jeune génération. Mais dans Game of Thrones, cela implique également la chute de la maison Lannister. Son père a toujours vu Tyrion comme le mouton noir parmi les lions, il allait lui donner raison. Avant de fuir, il mettra fin au jour de Shae de ses propres mains n'ayant pas d'autre choix, et il mettra à mal la suprématie Lannister de ses propres mains également. À la suite de quoi, sa fameuse cassure avec King's Landing a lieu. Et donc la cassure en question, après avoir autant donné de sa personne à King's Landing et après avoir tout perdu, Tyrion est au plus bas. Mais il peut compter sur son seul ami Varys pour remonter la pente. En effet, l'idée de rejoindre Daenerys Targaryen, qui semble représenter la renaissance de Tyrion, lui vient directement de l'araignée, et ceci représente selon moi l'étape finale de son parcours d'évolution. Son besoin de reconnaissance, loin d'avoir été étanché à King's Landing, il se tourna donc naturellement, une fois sa phase de Lockumen passée, vers la seule prétendante au trône détenant une réelle légitimité. Il pourra ainsi exercer son talent du mieux qu'il peut en apportant à Daenerys ce qui lui manquait, l'art des machinations politiques et des intrigues de Westeros, bien loin des manières plus directes des Dothraki et autres fils de la Harpie. Et en étant nommé main de la reine officielle, il prend ainsi sa revanche métaphorique sur son père, et même sur King's Landing en général, et voit enfin son besoin de reconnaissance étanché. Je pense pouvoir dire que cet instant marque le palier final de l'évolution du personnage de Tyrion Lannister. Tyrion Lannister. I name you Hand of the Queen. Il n'évolue plus à partir de là, et devient donc forcément beaucoup moins intéressant. Il a trouvé sa place, et c'est tout ce qu'on lui souhaitait, mais force est de constater que ça laisse un sacré vide dans la série. Surtout si, comme moi, on était extrêmement attaché à Tyrion, et on adorait le voir évoluer. En ce qui concerne Jon Snow, le paradigme de son évolution semble plus classique entre guillemets. Histoire basique du paria qui va prouver à tout le monde qui il est, et donner tort à tous ceux qui n'ont pas cru en lui. Rien qu'avec ce postulat, on pense à des dizaines de personnages qui correspondent à cet archétype. Mais là où l'évolution de ce genre de personnage semble tout tracée, à savoir un long chemin tortueux où le héros fera ses preuves, défera des ennemis toujours plus dangereux et finira par obtenir la reconnaissance qu'il mérite, en bref un shonen, Snow a son thème principal dont je parlais plus tôt. Son désir de faire ce qui est juste prenant le pas sur son besoin de reconnaissance personnelle, son parcours ne se déroulera pas tout à fait comme on aurait pu s'y attendre, et tant mieux. Oui, il se fait rapidement un nom dans la Night's Watch et devient le petit protégé du Lord Commander Mormon, mais son désir de justice, qui le conduira à sauver les sauvageons, le mènera à sa perte. For the watch. 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 For the watch.
La mort de Jon Snow est à mon sens un des moments, si ce n'est le moment le plus important de son évolution, et ce pour 3 raisons qui représentent selon moi les 3 axes de développement les plus importants de Snow. Tout d'abord, cela montre que, peu importe la force mentale ou la puissance des convictions de Snow, s'il est seul et que ses opposants sont 10, il ne peut tout simplement pas gagner. Ceci colle parfaitement avec la narration sociologique des 6 premières saisons de Game of Thrones et l'idée que la mort peut guetter n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Même si vous faites partie du casting des personnages principaux. Si Thorne, Holly et les autres ont osé commettre un tel acte, c'est parce qu'ils savaient Snow isolé. Mormont est mort et Sam est parti. Deuxièmement, car la mort de Jon, entrée dans sa résurrection, fait passer le personnage d'un simple humain, qui fait de son mieux, à véritable divinité à forme humaine aux yeux des gens qui l'entourent. Think you're some kind of god. The man who returned from the dead. I'm not a god. Octroyant ainsi à Jon le mysticisme qui lui manquait pour rivaliser avec Daenerys et former le parallèle Ice and Fire, feu et glace, le parallèle sur lequel repose l'entièreté des romans du Trône de Fer. Et enfin, c'est tout simplement la façon la plus impactante de démontrer jusqu'où peut aller le sens du devoir de Snow. On l'a vu prendre de gros risques, perdre un paquet de frères, perdre celle qu'il aimait, mais rien ne peut égaler l'impact de voir un homme mourir pour ses convictions. Car en plus de développer Snow, sa mort nous renvoie directement à son rapport aux Stark. Il a littéralement agi comme Ned, comme Robb. Il est mort en se battant pour ce qui est juste et pour sauvegarder l'honneur avant de se faire rattraper par la réalité froide et implacable de Westeros. Ceci dit, bien que j'apprécie fortement le développement de Snow et que ce qu'il nous raconte est cohérent et bien amené, la série ne prend selon moi pas vraiment le temps de développer sa psychologie en profondeur. C'est très certainement dû à la narration sociologique que j'évoquais plus tôt et à la quantité faramineuse de personnages à traiter, mais tout de même je trouve que cela manque un peu. Jon Snow reprendra totalement le flambeau des Stark sans en porter le nom, en reprenant Winterfell pour Sansa, en devenant comme Robb, et en étant un homme d'honneur qui a tendance à oublier que ce n'est pas le cas de tout le monde, comme Ned. Tandis que Tyrion, lui, parachèvera la destruction de sa maison en aidant la concurrente directe au trône de sa sœur et en tuant son père avec l'arbalète de Joffrey. Il tentera tout de même de sauver la vie des 2 derniers membres de sa famille, mais en vain. En effet, si de prime abord l'évolution de Jon et celle de Tyrion semblent s'antagoniser, on y trouve quelques similitudes. La phase de Tyrion post-procès peut s'apparenter à une mort métaphorique. Tyrion est condamné par les gens qu'il a sauvés, exactement comme Jon Snow. Et je vais m'arrêter là, même si on pourrait étoffer pendant des heures, je pense vous avoir donné une idée de l'importance ainsi que du caractère axiomatique des thèmes de Tyrion Lannister et de Jon Snow dans Game of Thrones. Il est donc largement temps de conclure cette vidéo. Nous voici donc au terme de cette vidéo sur les 2 parias de Game of Thrones. Et avant de conclure pour de bon, un mot rapide sur les personnages en saison 8, bien que cela n'ait pas grand intérêt au vu de leur traitement catastrophique à mon sens, exception faite de leur finalité. Jon Snow, durant la saison 8, fait office de PNJ ne sachant rien dire d'autre que Yes my queen. My queen, you are my queen. Et s'avère assez décevant. En revanche, j'aime profondément sa conclusion que je prends vraiment d'une façon très douce amère. Je ne vais pas vous rejouer le couplet, vous avez compris à quel point Snow s'est donné corps et âme pour la survie de tout à chacun. Seulement, voilà, il est simplement remercié, foutu à la porte, exilé. Mais pas n'importe où, à la garde de nuit, au chômage technique depuis la fin des Marcheurs Blancs, mais qui a toujours eu une utilité plus ou moins sous-jacente, recueillir tous les rebuts de Westeros. Jon Snow, qui a gravi l'échelle sociale 4 à 4, passant de bâtard à patrouilleur, à Lord Commander, puis à Roi du Nord, et enfin héritier légitime du Trône de Fer, pour au final retourner simplement à la case départ. La scène où on le voit s'enfoncer dans la forêt avec les sauvageons qu'il a sauvés est pour moi pleine de symbolique. Elle conclut la série sur un homme écœuré qui a fait tout ce qui est juste, étant forcé de tuer celle qu'il aime pour le bien commun, et qu'on envoie crever aux confins du monde en dépit de tout ce qu'il a fait. J'adore sincèrement cette fin, et je la trouve pessimiste et réaliste à souhait, et donc parfaitement en accord avec la cosmologie générale de la série, ainsi qu'avec le thème principal de Snow. Tyrion, quant à lui, régresse totalement et sa légendaire intelligence ne saura même pas lire le bouleversement psychologique de sa reine ou encore l'incapacité de sa sœur à faire autre chose qu'attendre avec son air renfrogné. Sa finalité reste parfaitement en accord avec ses thèmes puisque son besoin de reconnaissance a encore une fois piétiné sans vergogne en insistant bien sur le fait qu'il ne sera pas retenu dans les livres d'histoire et il continue à porter son fardeau en étant contraint à gérer les problèmes du royaume avec sagesse comme il l'a toujours fait. Même si comparé à celle de Snow, je trouve cette fin tout à fait attendue, mais à mon avis, c'est plus la fin de Snow qui est exceptionnellement bien faite et cohérente pour la saison 8, plutôt que celle de Tyrion qui serait en dessous. Enfin bref, il est temps de conclure. L'opposition entre les Stark et les Lannister est parfaitement réussie selon moi pour ce qui est du traitement relationnel narratif entre Jon et Tyrion. Un véritable propos se dégage de tout ça. Selon moi, le message est que même si la vie est une chienne et que le sort semble s'acharner, il faut continuer le combat, pour ses proches, pour ce qui est juste, et que même si tu ressens une profonde solitude et que tout semble jouer contre toi, rien ne te dit que dans cette petite ville là-bas, tu ne croiseras pas quelqu'un
quelqu'un qui te comprend et à qui tu pourras enseigner une leçon inestimable. Comme celle-ci par exemple. Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you.